Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs de Télé 7, la chaîne républicaine. C'est toujours un véritable plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de votre magazine Questions-Réponses, la plateforme d'échange et de débat sur les enjeux politiques, économiques et socio-culturels de la République démocratique du Congo. Votre magazine est aujourd'hui à sa 5e édition. Je suis Fabien Anvar Kouswanika et aujourd'hui je vais vous proposer un débat d'échange entre le ministre congolais des Affaires foncières, M. Robert Mbwinga, et la diaspora congolaise. C'était donc dans le cadre de la sensibilisation à la réforme foncière en cours en République démocratique du Congo. Mais d'abord, pour commencer, je vous propose ce qu'a été l'exposé du ministre avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet en ce qui concerne le débat. J'ai tenu et j'ai voulu parler avec vous de la réforme foncière. Je suis depuis le 28 avril ministre des Affaires foncières, c'est-à-dire celui qui est chargé de la gouvernance de la terre. Et je sais que pour vous qui êtes loin de cette terre natale et dont vous entendez le soubresaut par la voix souvent tronquée des ondes partiales, le sujet doit vous être, il me semble, extrêmement passionnant. Je partage également avec vous cette passion. Et j'espère qu'au terme des échanges que nous allons avoir, nous aurons pu ensemble comprendre et accepter ce que le chef de l'État nous a demandé de pouvoir réaliser comme objectif, faire de la terre ou de la gouvernance de la terre un facteur de la cohésion sociale, faire de la terre ou de la gouvernance de la terre un facteur de la paix et faire de la gouvernance de la terre un facteur du développement économique de notre pays. Si l'on regarde la situation actuelle, il faut dire que le secteur foncier présente le visage d'un véritable capharnaüm. C'est un désordre à tous les niveaux, parce que nous avons des comportements vis-à-vis du droit de propriété de la terre qui sont des comportements extrêmement désordonnés. On se lève le matin et on décide que tel bien qui appartient à tel autre, parce que moi je suis puissant, il va devenir mien. On se lève le matin et on décide que l'immeuble que mon bailleur m'a donné en location, je vais en faire mien. On se réveille le matin, je suis mandataire de l'État et je décide que telle propriété foncière du domaine public ou du domaine privé de l'État, je vais en faire ma propriété à moi, ou je vais pouvoir la céder moyennant rubis sur ongle, comme on le dit, à des partenaires affairistes. Bref, tout est permis, sauf apparemment ce qui est légal. Les violences et les conflits dans les secteurs fonciers aboutissent aussi à la guerre, à cette guerre interminable, notamment à l'est du pays. Lorsqu'on analyse bien les choses, il y a des origines foncières intercommunautaires qui expliquent aussi en partie le fait qu'il y a des groupes armés qui se forment sous prétexte de défendre
la terre ou la communauté ou la tribu, et qui par la suite, vous le savez, sont instrumentalisés par nos voisins qui eux-mêmes sont à la recherche de l'espace vital. En 1973, nous avons pris une loi qu'on appelle la loi foncière et qui, elle, organise la gestion de la terre, l'attribution des terres et les titres de propriété qui doivent être accordés et qui étaient censés aussi sécuriser le droit de propriété. Dans cette loi de 1973, il avait été prévu qu'une ordonnance présidentielle devait être prise par la suite, notamment pour ce qu'on a appelé les terres coutumières, c'est-à-dire celles sur lesquelles nos autorités traditionnelles auraient des compétences. Cette loi ou cette ordonnance, loi, nous l'attendons encore jusqu'en 2012. Conséquence, puisque le vide juridique est là, vous verrez que vous soyez à Kinshasa ou que vous soyez en province, il y a quelques jours, Pablo me disait, où est-ce qu'il est? Voilà. Qu'allant à Sekebanza, chez lui, c'est le chef du village qui lui a dit, mais il faut revenir, il y a la terre ici, je vais t'attribuer ça. Il n'a pas qualité pour attribuer la terre. Ni le chef du village, ni le chef du quartier, ni le bourgmestre, ni les chefs traditionnels, qu'il s'agisse du Mwami au Kivu ou du chef de groupement chez moi à Tchela, ils n'ont pas qualité pour distribuer la terre. Le seul qui a qualité pour cela, c'est le ministre en face de vous, plus les gouverneurs des provinces, si nous considérons la loi de 1973, et chacun avec des compétences limitées. Par exemple, le gouverneur de province ne peut pas distribuer des terrains au-delà de 50 hectares. Ça doit revenir à la compétence du ministre, qui lui-même ne peut pas aller au-delà de, je ne me trompe pas, de 200. N'est-ce pas? Au-delà de ça, c'est le président de la République. Au-delà du président de la République, c'est le Parlement. Nulle part, il n'est dit que le chef de groupement ou le chef du village ou le chef des terres peut donner. Mais puisqu'il y a ces vides dans la loi, c'est eux qui font le plus les lotissements anarchiques. Nous sommes en train de faire une campagne d'explication pour que la population comprenne qu'elle s'est fait duper chaque fois qu'elle va s'adresser à ceux qui ne sont pas compétents pour le faire. Et ça provoque souvent, effectivement, des conflits. D'ailleurs, souvent, je n'ai rien contre nos chefs traditionnels, il ne faut pas qu'ils viennent... Bon, hein, il y en a des représentants ici, je pense, non? Donc, je n'ai rien contre eux, mais souvent, d'ailleurs, les mêmes espaces, ils l'attribuent à 2, 3, 4, en fonction de ce que chacun vient avec tel montant. Bon, tu prends cela, l'autre vient. Non, 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 moi, je donne un peu plus. Ok, celui-là, ce n'est plus lui. Ça... Alors, souvent, c'est des conflits. Maman, 80% des affaires qui sont traitées en justice au pays sont des conflits fonciers. Et 80% des conflits fonciers sont d'origine des actes posés par les autorités traditionnelles. Je sais de quoi je parle puisque je reçois les documents tous les matins. Voilà. Et en ce qui concerne les frères et sœurs de la diaspora, pas seulement de Belgique, n'est-ce pas, mais, France et tout, dans l'extension de la ville de Kinshasa, il avait été prévu. Ça n'avait pas été matérialisé jusqu'ici, mais je peux vous garantir que nous allons
réserver un grand espace qui sera la ville qui doit être construite, ou la partie de la ville qui doit être construite en termes de résidence par vous autres. Parce que beaucoup viennent et me disent, nous on veut bien faire quelque chose, mais où? C'est pas ça? Beaucoup me le demandent en tout cas. N'est-ce pas? Et donc nous allons officiellement réserver dans les espaces prévus pour l'extension de la ville un grand site. Officiellement, vous verrez ça par les images qui ne seront pas tronquées cette fois-là, n'est-ce pas? Un grand site qui devra être le site sur lequel les amis de la diaspora qui veulent construire des résidences à Kinshasa peuvent venir et recevoir gratuitement. C'est pas des... Quand l'État donne, il ne vend pas, parce que le terrain lui appartient. Celui qui vend, c'est lui justement qui n'a pas qualité. Par contre, quand vous avez une concession, entendons-nous bien, quand vous avez une concession, vous avez des redevances à payer. Parce que c'est un loyer, non? Puisque ça appartient à l'État. Mais l'État vous dit, vous avez le droit de jouir de ça. C'est comme si vous étiez dans la maison et vous devez payer des loyers. Mais on ne vous vend pas les terrains comme... par contre, ce qui arrive, c'est que vous allez à Kinshasa, quelqu'un vous dit, ça c'est mon terrain à moi, et il vous le vend. Mais ce n'est pas l'État qui vous le vend. C'est lui, le propriétaire. Et beaucoup de gens ont compris qu'il y a des affaires comme cela, n'est-ce pas? Donc des gens ont pris des grands terrains qui n'ont pas mis en valeur, et aujourd'hui, ils sont en train de morceler pour dire, vous pouvez venir. Moi, j'ai mon terrain là-bas, nous sommes en train de vendre et tout ça. Non, nous allons récupérer toute cette terre-là. Voilà ce que j'avais à vous dire en guise d'introduction. Je suis à votre disposition pour des éclaircissements éventuels et je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Voilà, vous l'avez donc remarqué que le ministre s'est adressé à un parterre en tout cas consistant des compatriotes de la diaspora congolaise, essentiellement ceux de la Belgique. Eh bien, sans plus attendre, je vous propose ce qu'a été l'échange. Je vous dis quand même que l'échange a été fructueux et le ministre a été aussi à la hauteur des questions qui ont été posées. Donc c'est un genre un peu original de votre magazine Questions-Réponses, à la seule différence que les questions ne sont pas posées par votre présentateur que je suis, mais c'est par la population d'ailleurs désormais. On va essayer un peu de voir ou dans quelle mesure nous pourrions vous proposer des échanges de cette nature par rapport aux enjeux en République démocratique du Congo. Et sans plus tarder, place au débat. Ma question est simple. Quand quelqu'un a un terrain et qu'il a obtenu ça d'une façon normale auprès des services fonciers, le cadastre en l'occurrence, il a un contrat normal, mais qu'un beau jour, comme vous l'avez si bien dit, il se retrouve avec quelqu'un qui se déclare être propriétaire du même terrain, mais ça lui a été attribué par un chef coutumier. Maintenant, devant des cas comme ça, quelqu'un qui est en règle par rapport à la République démocratique du Congo, mais qui a un problème maintenant avec quelqu'un qui se dit aussi en règle avoir eu ce terrain par le chef coutumier. Maintenant, à votre niveau, les titres fonciers, puisque vous dites que la justice, normalement, n'a pas compétence. Mais vous, les titres fonciers, comment vous réglez de tels problèmes? Qu'est-ce que vous faites quand ce sont, par exemple, des AGR qui subtilisent des titres et qui profitent, eux et leurs familles? Et que ces titres-là sont dans les familles depuis plus de 30 ans. Alors, vous avez parlé aussi de la réduction du nombre d'intervenants dans la distribution des terres, mais vous n'avez pas utilisé, vous nous avez rien dit sur les moyens en hommes ou en argent que vous allez utiliser. Or, vous nous avez parlé de la sécurisation des droits des gens pour éviter la superposition des titres. Alors, comment voulez-vous faire une réduction du nombre d'intervenants, puisque déjà ça pose problème au niveau de la sécurisation des droits des gens. Alors vous nous avez également parlé aussi de la diaspora.
à Kinshasa notamment. Or, moi, je me demande si il vaut pas mieux octroyer ces carrés de terre dans les villages, puisqu'il faut absolument développer le pays. Or, le développement du pays, je ne crois pas que la diaspora pourra le faire à l'intérieur de Kinshasa. Nos échos qui nous parviennent de la RD Congo semblent confirmer ce que vous dites, que vous avez une réelle volonté d'assainir le domaine très très sensible qu'est le domaine foncier. Maintenant, moi j'avais juste une seule question en fait. Vous avez parlé de la nécessité d'avoir une législation très harmonieuse dans ce domaine-là. Mais il semblerait que sur place, le problème soit vraiment par rapport aux géomètres, au cadastre ou encore aux conservateurs. Alors moi j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez prévu comme mesure pour permettre l'exécution parfaite et honnête vraiment de ces lois que vous allez mettre en place. Vous dites, la loi Bakajika, c'est comme ça qu'on l'appelle, me semble-t-il, a décrété que la terre appartenait à l'État. Donc, cette loi, qui entre dans la dynamique des autres lois qui peuvent se revoir lorsqu'elles ne correspondent pas aux intérêts des gens et aux droits des gens, Gabriel en a parlé, elle n'a pas été revue, au contraire, elle continue, je pense, à être appliquée et en tout cas à créer encore plus de complications, puisque vous venez de nous en donner quelques exemples. Alors, l'État, c'est qui en fait? Est-ce que la terre appartient à l'État? Ça n'a pas été une simple expropriation des personnes qui n'étaient pas l'État, parce que l'État c'est qui a décrété que la terre appartenait à ça. Donc on n'a même plus droit, vous venez de le souligner aussi, on ne peut même plus hériter de ses ancêtres, surtout si ils ne sont pas, sur les papiers conformes que vous nous avez décrits ici. Et donc, moi je voudrais bien comprendre, est-ce que la loi Bakajika est l'État qui exproprie ses citoyens en ne sachant pas bien gérer, parce qu'on ne peut pas dire qu'effectivement depuis là, la gestion des choses a été exemplaire pour ne pas s'aimer donc les troubles et les difficultés qu'il y a aujourd'hui. Moi j'aimerais bien un peu comprendre, parce que je considère qu'effectivement ça a été une simple expropriation. Alors j'ai une question qui me tient à cœur depuis d'ailleurs très longtemps, c'est cette question du notariat. Vous avez pour une ville comme Kinshasa, qui est 12-15 millions d'habitants, le principe d'un seul notaire, qui est d'ailleurs un agent de l'État. Et est-ce qu'il n'y aurait pas plus de sécurité juridique si on pouvait instaurer petit à petit le principe d'un notaire qui soit à la fois conseil pour ceux qui investissent, pour ceux qui veulent faire des acquisitions immobilières ou autres là-bas, et ce notaire qui remplisse réellement le rôle que l'on attend d'un notaire, qui ne soit pas simplement celui qui n'a pas le temps de faire autre chose, mais se cachait et garde les documents. Donc c'est un problème qui me tient fort à cœur de savoir s'il ne pouvait pas y avoir une réforme ou s'il y a quelque chose qui est déjà envisagé à ce sujet-là. Je vous remercie. On ne peut pas continuer d'avoir un monsieur qui vient 3 fois par semaine au bureau, et d'ailleurs il faut l'appeler. Donc la réforme est en cours, on va effectivement créer un corps, n'est-ce pas? Je pense qu'il y a, si je ne me trompe, que même 2 sessions de formation qui sont envisagées avec la Belgique, si je ne me trompe. Donc votre préoccupation a été prise en compte au niveau du gouvernement, et on est en train de préparer une réforme sur les statuts même des notaires et l'organisation de cette profession. Voilà. Alors je viens... Non, maman. S'il n'y a pas de terre, il n'y a pas d'État. La Palestine n'existe pas parce qu'il n'y a pas de terre qu'on reconnaît à la Palestine. Donc il n'y a pas d'expropriation du tout. C'est les 3 éléments, parmi les 3 éléments qui font qu'un État existe, c'est la terre, c'est le sol. Donc ce n'est pas un problème d'expropriation. Ensuite, il ne faudra pas faire croire aux gens qu'on est allé dire à tous les villageois, sortez de chez vous parce que ce n'est plus votre terre, que ça c'est la terre de l'État. Faux. Tout le monde est resté chez lui. Moi-même, je suis un petit villageois. Je peux vous donner même le nom de mon village, Ambukundingi. Et mes ancêtres ont toujours été là et on continue. Mais la loi Bakajika, elle est là. Elle reconnaît simplement
le droit de propriété de l'État sur la terre parce que, en tant qu'État, c'est l'un des éléments de la souveraineté. Donc il n'y a pas un problème d'expropriation à qui que ce soit. N'est-ce pas? Je voudrais ajouter d'ailleurs que les problèmes que nous avons aujourd'hui, puisque vous parlez de nos ancêtres, c'est eux qui ont vendu par exemple les terres aux missionnaires. C'est eux qui ont vendu les terres à des sociétés comme la SCAM, comme les choses et tout. Pour que je fasse... Non, mais pour vous dire que, contrairement à ce que vous pensez, nos ancêtres aussi ont eu des comportements par rapport aux fonciers qui nous posent des problèmes aujourd'hui. C'est cela la réforme, madame. C'est cela la réforme. Donc ne doutez pas de la capacité de l'État à gérer ou à réformer simplement parce qu'on a hérité des problèmes. Ce n'est pas aujourd'hui la loi Bakajika 66. Madame m'a dit qu'elle n'était même pas encore née. Donc vous ne pouvez pas rejeter à l'État d'aujourd'hui la responsabilité de cette loi. Mais cette loi, elle était nécessaire. Et elle est nécessaire. Et on n'y reviendra pas. Il faut qu'on soit clair. Si aujourd'hui nous disons que la terre n'appartient pas à l'État, que ça appartient à quelqu'un, demain chacun peut se dire, moi je vends à X ou à Y et ça devient sa terre et vous aurez en fait non plus un État congolais, mais des mini-parcelles qui deviennent, je ne sais pas comment. Donc on ne peut pas revenir, s'il vous plaît, nous n'avons pas un dialogue, mais je vous dis franchement, laissez répondre, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Donc il n'y a pas eu d'expropriation de qui que ce soit. Ce que nous avons dit, c'est que, pour montrer d'ailleurs qu'il n'y a pas eu d'expropriation, c'est que même la loi de 73 a prévu de légiférer sur les terres coutumières. J'ai posé la question à l'un de vos collègues chefs coutumiers. Si vous êtes vraiment chef coutumier, que vous voulez le bien de votre population, expliquez-moi comment vous pouvez vendre la terre sur laquelle ils font l'agriculture, sur laquelle ils font l'élevage, sur laquelle ils font la pêche. Comment vous pouvez vendre ça à quelqu'un simplement parce qu'il vous a amené à vous 10 000 $? Comment vous pouvez le faire? Est-ce que vous pouvez justifier qu'en tant que chef coutumier, qui êtes le chef de terre, mais des terres sur votre population, sans la population, vous ne serez pas chef. Mais vous vendez leur terre, vous. Alors, on dit, j'ai posé la question pendant l'atelier. J'ai dit, expliquez-moi comment vous pouvez vous dire que vous êtes chef coutumier en vendant la terre de vos sujets à quelqu'un qui vient vous donner de l'argent à vous, non pas à la communauté. Oh, mais c'est tous les jours qu'ils le font. Et dans les villages et à Kinshasa. N'est-ce pas? Si je vous donne des cas, vous serez... Alors, sur la législation, c'est mademoiselle, oui, bien entendu, il est prévu, nous devons faire, puisque c'est le terme consacré, le renforcement des capacités, n'est-ce pas? Mais comme je l'ai dit, et j'en ai parlé avec le vice-premier ministre, ministre des Finances, Van Akere ici, qui m'a reçu la semaine avant d'aller en Italie, nous avons besoin, vous comprenez bien qu'en 2012, nous ne devons pas continuer d'avoir les machines arrivant comme outil de travail. Vous savez, nos géomètres, ils continuent d'utiliser le mètre ruban. N'est-ce pas? Combien de temps il lui faut? Est-ce qu'il saura, par exemple, mesurer les bâtiments de l'ambassade avec le mètre ruban? Nous sommes à l'heure du GPS, nous sommes à l'heure de... C'est tout ça que nous devons pouvoir obtenir et mettre à la disposition de nos agents. Il faut les former, naturellement, par rapport à l'utilisation de ces nouveaux instruments. Il faut les former par rapport aux nouvelles dispositions de loi qui doivent être prises et harmonisées. Mais il faut sanctionner aussi par rapport au comportement anarchique. N'est-ce pas? J'ai entendu la question, je crois, de Mme Ngaloula sur les gens, effectivement, qui subtilisent des titres de propriété, vont le remettre, non, c'est à vous, et tout ça. Nous avons ces cas-là pratiquement chaque jour. Il suffit qu'on apprenne qu'il y a tel problème où le monsieur là, il est décédé et tout, eh bien, les magouilles commencent.
On va voir tel, tu sais, il y a, pour parler de choses, par exemple, il y a dans la loi de 73 ce qu'on appelle les biens abandonnés et sans maître. Ça, c'est l'objet de toutes les spéculations. N'est-ce pas? Quand est-ce qu'un bien est abandonné? Quand est-ce qu'un bien est sans maître? Alors, on peut transformer la maison que vous avez donnée à quelqu'un en location, parce que vous êtes parti en bien sans maître. N'est-ce pas? Et un arrêté est vite pris, c'est un bien sans maître, et voilà, on l'attribue à quelqu'un d'autre. Ce sont des comportements abusifs qui doivent être sanctionnés et qui ne doivent pas être tolérés. Les sites dans les villages. Je ne ferai pas des sites dans les villages. On fait un site dans la ville. Mais ça n'empêche pas le compatriote de la diaspora qui, comme le ministre Mbouinga, construit chez lui à Tchela. Raymond, tu connais? Voilà. Eh bien, quand vous venez, vous trouverez aussi, parce que le ministère est organisé pour avoir des circonscriptions foncières dans l'ensemble de la République. Donc, si vous allez à Kassumbales, et que vous voulez avoir un terrain sur lequel vous allez construire, vous trouverez l'administration du ministère. On vous donnera le terrain. Ce que moi je dis, c'est que pour Kinshasa, étant donné les plans d'extension de la ville, nous allons réserver un site pour la diaspora parce que de nombreuses femmes et de nombreux hommes compatriotes de la diaspora nous voient à Kinshasa et demandent qu'on puisse leur donner un terrain où ils peuvent construire cela. Ça n'a rien à voir, madame, avec le développement du Congo. Le développement du Congo, nous le ferons tous ensemble, n'est-ce pas? Mais construire à Kinshasa, ça ne veut pas dire ne pas développer le Congo non plus. N'est-ce pas? Parce que c'est améliorer les conditions. Vous connaissez les conditions de vie dans la plupart de ces cités dortoirs qui existent à Kinshasa. Parce que Soweto, c'est les gens, quand on parle de Soweto, on voit l'Afrique du Sud. Mais allez voir ce qui se passe dans nos propres quartiers à nous. Et vous verrez qu'on ne peut pas laisser faire ça. Il faut qu'on puisse améliorer l'habitat. Et je suis, moi, convaincu que les compatriotes de la diaspora ont la volonté et la possibilité de faire que chacun demain puisse aller progressivement et construire une résidence dans laquelle sa famille peut habiter, comme dans laquelle il peut faire loger quelqu'un moyennant loyer. Lorsqu'il y a un conflit, maman, entre les titres de propriété délivrés par l'administration des affaires foncières et des titres de propriété reçus de l'autorité traditionnelle ou du bourgmestre ou du chef, les problèmes ne se posent même pas. Nous ne reconnaissons pas ces titres-là. La loi ne reconnaît comme titre que de propriété que ceux qui sont délivrés par l'administration foncière. Par contre, je vais vous dire, et c'est ce que peut-être, c'est aussi une information que j'apporte, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? N'ayons pas honte ni peur de le dire. C'est que la plupart de ceux qui donnent des terrains de façon anarchique, n'est-ce pas? Vous irez dans tous les sites, vous allez voir les chefs coutumiers qui prétendent que ce sont des terres de ses ancêtres. Les villages se trouvent à Wavre. Et il vient distribuer des terres ici à Bruxelles. Franchement, tel que nos ancêtres travaillaient, on pouvait faire 30 km pour aller faire les plantations. Mais c'est cela qui s'est fait. Et comme ils savent que c'est abusif ce qu'ils font, qu'est-ce que on essaie de se protéger? On va chercher 2-3 généraux de l'armée, 2-3 généraux de la police. On va chercher 4-5 hauts magistrats. On va chercher 3-4 ministres. Et tout ça, on dit, toi, je te donne ça, toi, je te donne ça, toi, je te donne ça. Quand vous allez à Kinshasa aujourd'hui, mais aussi à l'intérieur, dans certaines villes, vous trouverez que beaucoup d'espace, c'est plein de policiers ou de militaires. Qui font quoi là-bas?
qui protège les abus. N'est-ce pas? Donc, normalement, il n'y a pas de conflit entre un titre de propriété coutumier, entre guillemets, et un titre de propriété de l'administration foncière. Il n'y a pas de conflit. Le seul titre de propriété valable, c'est celui de l'administration foncière. Mais, je vous dis, même quand au niveau du ministère, parce que nous avons une direction du contentieux, auprès de laquelle beaucoup de gens s'adressent, justement. Parfois, on essaie de faire l'arbitrage. Et on dit non, voici l'historique, voici les choses, et vous n'avez pas droit à ça. Le titre qui est valable, c'est celui-là et tout. Le lendemain matin, vous verrez, le même monsieur, il est parti. Le jour suivant, quand le propriétaire que vous avez reconnu se présente sur le site, il y trouve des militaires qui les font partie. Ça, ce sont les abus. N'est-ce pas? Nous avons reçu instruction et du président de la République et du Premier ministre de faire des enquêtes sur la présence de tous ces agents dits de l'ordre, mais qui sont là des agents du désordre, n'est-ce pas? Qui se retrouvent là. Et sur ceux d'entre nous qui reçoivent des terrains de façon anarchique et qui, justement, envoient leur garde-corps ou quoi pour protéger ça. Vous savez, quelques jours avant le remaniement du gouvernement, eh bien, le ministre Luzolo de la Justice, qui assurait l'intérim des affaires foncières, se présente sur un site à côté de l'hôpital de Kitambo et il trouve des policiers qui lui disent « Monsieur, vous n'entrez pas ». Il dit « Non, moi je dois entrer ». Il tire, les policiers. Ils ont tiré. D'abord en l'air, comme tir de sommation, pour dire au ministre, si vous continuez d'avancer, maintenant c'est sur vous qu'on tire. Ça existe. N'est-ce pas? C'est à ce moment-là que ce n'est plus la loi, ce n'est plus... non, ça c'est la violence, c'est la force. Mais normalement, vous pouvez être sécurisé, il n'y a pas à discuter entre un titre de propriété issu de l'administration foncière et un titre de propriété issu d'un chef de quartier ou d'un bourgmestre ou de qui que ce soit. Voilà. Voilà, je salue le volontarisme du gouvernement pour mettre de l'ordre dans ce chaos juridique, social, et je vous fais grâce du reste. J'étais à Kinshasa au moment où s'est passée la scène à laquelle vous faites allusion, donc un ministre qui devait déguerpir parce qu'il y avait un problème foncier. Alors, juste deux petites remarques. Je crois que nous devons être pragmatiques. Comme l'a dit l'avocat, maître, j'ai oublié son nom. Oui, oui. D'abord, un seul notaire par ville, c'est pas jouable, parce qu'à l'époque coloniale, le notaire, c'était surtout pour les Européens qui étaient là, donc les Africains sont... Voilà. Donc il faut régler cette question-là. Deuxième remarque, je crois que sur la loi Bakajika, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Et c'est une question très importante, parce que si on veut résumer la colonisation, moi je dirais que c'est un conflit foncier entre Léopold II, qui s'est octroyé les terres dites vacantes par un sophisme juridique, et il les a attribuées aux sociétés concessionnaires. C'est en 1906. La loi Bakajika a récupéré les terres qui étaient entre les mains des sociétés concessionnaires. Voilà. Pas seulement. Essentiellement. C'est l'ensemble des des terres qui forment le sol et le sous-sol de la République démocratique du Congo. Bon. C'est les territoires. D'accord. Mais c'était pour répondre à une situation très, très particulière. C'est que le Congo les terres étaient attribuées à des sociétés, au Katanga, le comité spécial du Katanga, au Kivu. Il y avait même les îles Idjoui qui appartenaient au prince des Lignes. Beaucoup de gens connaissent ici en Belgique le château des Lignes. Ces gens-là avaient des titres de propriété au Congo. Donc la loi Bakajika a voulu décoloniser en fait le Congo, donc c'est dans un contexte très particulier.
Je peux, croyez, vous avez plus des cheveux blancs que moi, mais croyez quand même, faites-moi confiance. Je peux vous dire que tous les colonisateurs, que ce soit les gouverneurs, les administrateurs des territoires, le problème, y compris Henry Morton Stanley lui-même, le plus grand problème avec les populations locales, c'était les terres. Voilà. Dans nos cultures, il y a toujours deux chefs. Il y a le chef des terres et il y a le chef coutumier, enfin celui qu'on a appelé le chef coutumier. Je crois que chaque fois qu'on se retrouve dans des colloques, c'était le cas à Kinshasa encore au mois de mai, les chefs coutumiers sont caricaturés. Voilà, c'est la faute aux chefs coutumiers. Mais on oublie quand même que le modèle sur lequel le Congo administratif, c'était l'administration indirecte. Voilà. On ne peut pas aujourd'hui faire une réforme foncière, donc j'ai des craintes pour la solidité des réformes foncières à long terme, sur le fait qu'on fait table rase des chefs coutumiers. Ah non, je ne crois pas. Non, pendant personne ne l'a dit. Oui, oui, donc je crois que c'est très dangereux. Je crois qu'en Afrique, on peut suivre ce qui se passe en Afrique. En Afrique du Sud, où il y a eu des problèmes plus graves, parce que les Noirs ont été expropriés, on a remis certaines terres, y compris les carrés miniers. Les chefs coutumiers ont un droit sur... Je crois qu'il faut être pragmatique. Si vous dites que les chefs coutumiers n'ont aucun droit, vous allez devant des difficultés extrêmement graves, et c'est continuer le juridisme à l'occidental qui n'a rien à voir avec... On peut être sur les deux. Je pense qu'on peut être sur les deux et collaborer avec ces chefs coutumiers pour il n'y a personne qui peut aller investir dans certains coins du Congo sans avoir l'aval des chefs coutumiers, y compris sur les terres. Je crois que nous devons avoir ça à l'esprit. Merci pour les autres informations. Je ne peux pas laisser dire à un collègue professeur des choses qu'il me fait dire. J'ai dit que la loi de 73 prévoyait déjà une loi qui devait légiférer sur les terres coutumières. J'ai dit que dans l'atelier que nous avons organisé à Kinshasa pour lancer la réforme, nous avons fait appel au pouvoir traditionnel parce que nous ne les ignorons pas. Donc il ne faut surtout pas, mais qu'il y ait des abus de leur part. Ça ne peut pas les cacher. Le fait de pouvoir dénoncer les abus, comme je dénonce les abus de nos agents des affaires foncières, comme je dénonce les abus de nos généraux et tout, faut-il dire pour cela qu'on les exclut? Non. Donc je ne peux pas laisser dire ça. Merci, monsieur le ministre. Bon, je voudrais peut-être calmer le jeu sur la question de la loi Bakajika. Ce n'est pas l'essentiel de l'intervention de monsieur le ministre qui nous parle de la réforme. Moi, je suis passé par ce ministère-là. C'est tout le problème qu'il y a aux affaires foncières. Et donc, il faut louer cet effort-là, hein, au-delà de ces sites qui vous sera destiné. Il y a donc un travail d'Hercule à faire pour pouvoir secouer les cocotiers. Et on lui souhaite vraiment bonne chance et beaucoup de courage parce que c'est touché à quelque chose de tabou. La preuve, à propos de la loi Bakajika, en calmant le jeu, il faut d'ailleurs qu'on restitue les faits dans leur contexte. Il s'agit en fait d'une ordonnance-loi. Ce n'est pas une loi parce qu'en 1966 ne siège pas encore le Parlement après le coup d'État. C'était une loi qui était préparée dans la législature avant le coup d'État et le président Mobutu a pris une ordonnance-loi qu'on appelle loi Bakajika, comme ça par extension, parce que la proposition était venue d'un parlementaire qui s'appelait Bakajika. En fait, il est question de succession d'États aux droits patrimoniaux, notamment aux terres de la République, parce que autrement, les terres ne revenaient pas ipso facto du fait de la déclaration d'indépendance. Vous savez qu'il n'y avait pas même eu d'inventaire dans la passation de pouvoir au 30 juin. Vous avez vu le fameux papier sur lequel il est écrit « Nous déclarons ce jour l'indépendance du Congo » en une phrase, une feuille volante, qui est dactylographiée, mais qui est au musée de... Vous pouvez aller voir. Donc il n'y a pas un travail d'archives. D'ailleurs, on a perdu énormément d'archives dans la foulée des conflits. Apprenez d'ailleurs que quelques mois après
même un mois après notre indépendance, on a dû rompre les relations diplomatiques avec la Belgique. On a donc énormément perdu. Et donc, on était en train de perdre même le substrat matériel de l'État congolais, comme le disait le ministre, c'est qu'on risquait de ne pas avoir de terre du tout. Il appartenait à un tel, tout le Katanga appelé au Seska, le Kivu au Seski, ainsi de suite. Et donc, la loi Bakajika venait confirmer la souveraineté de l'État congolais sur les sols et les sous-sols, comme tous les États du monde d'abord. Parce qu'il y a une crainte. Vous voyez que de plus en plus, les puissances asiatiques sont en train, par exemple, d'acheter des vastes lopins de terre au risque de voir que certains pays peuvent être achetés carrément. Si on peut posséder votre terre, et je sais que nous avions perdu parfois des ambassades, nous, Congolais, notamment au Japon, notamment ce qui était la chancellerie du Congo en Hollande, parce que nous n'avions pas aussi acheté des droits sur la terre. L'immeuble est à vous, mais on vous rappelle que la terre n'est pas à vous. Donc il faut encore un autre engagement pour avoir une possession de longue durée. C'est ces droits-là, d'ailleurs, qui donnent la possibilité à l'État d'exproprier pour des raisons d'intérêt public. Parce que c'est à lui. Il vous donne ça en concession. L'État vous cède pour une jouissance longue. Elle est tellement longue qu'elle vous appartient. Mais en droit, ça lui revient. Parce que si ça commence à appartenir à des individus, ça peut donc un jour être enlevé à l'État en entier. Bon, je vais répondre à vos jeunes frères Benza. Malheureusement, la loi ne donne pas à l'État le droit de vendre. Donc, il ne pourra pas, je ne pourrai pas déroger en disant, bon, parce qu'il s'agit de compatriotes de la diaspora, eux, ils touchent les zéros, donc nous allons vendre. Non, non. Mais la préoccupation qui est la vôtre est déjà prise. Les instructions que nous avons reçues, c'est que on ne peut faire un lotissement et attribuer des parcelles que lorsque l'aménagement sur ces sites a été au préalable effectué. Et l'aménagement du site, c'est effectivement la voirie, c'est l'eau, c'est l'électricité, peut-être les câbles à fibre optique, enfin je ne sais pas pour Internet, mais aujourd'hui, on ne peut pas décider que tel espace va être mis en lotissement et immédiatement faire appel à des acquéreurs sans que, au préalable, en ce qui concerne la ville, l'OVD, c'est-à-dire l'Office de voirie et drainage, ait fait ce qui doit être fait en termes de voirie, sans que la Régie des eaux et la SNEL aient fait ce qu'il faut en termes d'adduction d'eau et de raccordement en électricité. Donc ce sont des conditions préalables avant de pouvoir attribuer. Les sites doivent d'abord être aménagés, n'est-ce pas? Parce que ce que vous êtes en train de déplorer, c'est justement parce que c'est des occupations anarchiques. C'est que personne, en fait, n'a décidé que là, il faut construire. Nous avons beaucoup de problèmes à cause de ça. Il y a des gens, par exemple, qui vont construire sur des terrains en pente. Vous connaissez la densité de pluie chez nous. C'est des fortes pluies. Et donc, maintenant, par exemple, nous allons entrer au mois d'octobre, les grosses pluies vont revenir. Beaucoup de maisons vont s'écrouler parce qu'il y a les érosions. Les gens ont construit sur des terrains en pente. C'est normal, les fortes pluies qui viennent font tomber. Ensuite, comment on coupe et les arbres et l'herbe et tout. Donc, on laisse les sols nus. À partir de ces moments-là, ça favorise encore effectivement les érosions. Voilà pourquoi il faut, et malheureusement, jusqu'ici, on a essayé plutôt de guérir, c'est-à-dire qu'on prend des mesures absolument impopulaires, tristes, n'est-ce pas? Parce que on sait comment chacun souffre pour construire au Congo. Les banques ne font pas comme ici. Au Congo, pour avoir sa bicoque, vous sortez l'argent de votre poche. Il n'y a pas de banque qui nous accompagne pour dire, voilà, je mets ces crédits à votre disposition, vous construisez et puis vous allez rembourser en 20 ans, 30 ans. Donc, c'est vraiment avec
un poids au cœur qu'on est malheureusement obligé, dans des cas extrêmes, d'aller démolir ce que les gens ont construit. Qui a été posé concrètement, qu'est-ce que nous devons faire? Nous allons publier dans le cadre justement de l'information et la sécurisation et la prévention, nous allons publier une petite brochure, en fait, qui dit comment il faut aller auprès de l'administration des affaires foncières, n'est-ce pas? Vous allez auprès de qui? Qu'est-ce que vous allez demander là-bas? Qu'est-ce que vous allez obtenir comme document? Quelles sont les obligations qui vont être les vôtres? Quelles sont les obligations qui sont celles de l'administration? Donc on va sortir un petit vademecum du partenaire du ministère des Affaires foncières, pour qu'effectivement chacun sache. Parce que c'est vrai, vous allez, vous, de bonne foi, vous présenter, dire, moi j'ai besoin de ceci. Alors tout le monde est déjà compétent pour vous dire, non, je connais, viens. Bon, c'est pas comme ça. Donc nous allons publier une petite brochure comme ça, qu'on enverra aussi ici à l'ambassade, dans toutes nos ambassades, comme chose pour que les gens sachent effectivement quelle est la procédure à suivre, par exemple pour l'acquisition d'un terrain, pour que ce soit à Kinshasa ou en province. Alors, le Rwanda. Bon. Commençons par la deuxième question. Le gouvernement ne peut pas laisser faire, mais il faut savoir que l'attribution du siège non permanent au Conseil de sécurité, en ce qui concerne l'Afrique, ça se fait par sous-région. N'est-ce pas? Et de façon tournante. Cette fois, c'est notre sous-région, c'est l'Afrique centrale. Et les candidats, c'était les Rwandais. Non. Ça se décide au niveau de la réunion des chefs d'État de la sous-région. N'est-ce pas? Parce que c'est tournant. Vous ne pouvez pas être deux fois, par exemple, revendiquer une deuxième fois, alors que tous les autres n'ont pas encore été. N'est-ce pas? Donc, voilà. Mais il est évident que dans le cadre de la mission que le ministre des Affaires étrangères a effectuée auprès du Conseil de sécurité, la question a été posée. Peut-on accepter au Conseil de sécurité un membre non permanent dont les Nations Unies eux-mêmes ont les preuves de l'agression de notre pays, alors que le Conseil de sécurité, c'est justement pour la paix à travers le monde. Voilà. Du Conseil de sécurité. Ce n'est pas du gouvernement congolais, c'est du Conseil de sécurité. N'est-ce pas? C'est pourquoi vous voyez toute l'agitation que le Rwanda est en train de faire pour essayer de se déculpabiliser. Voilà. À Kampala, c'est exactement la même chose. Le Rwanda essaie de faire croire qu'il n'est pas partie du problème, alors qu'il est le problème. N'est-ce pas? Quand vous apprenez qu'ils ont décidé de retirer 350, c'est extrêmement grave. Dans le cadre des mécanismes et de vérification, des mécanismes conjoints de vérification des frontières et de la structure où est le prof Tumbaluaba et tout ça, c'est clair que nous avons des effectifs qui peuvent, mais ils ne peuvent pas dépasser 100. Alors comment vous vous retrouvez avec 350? En réalité, c'est parce qu'on a les preuves de l'intervention des troupes rwandaises derrière le prétendu M23 et que il faut les retirer avant qu'il n'y ait des observateurs et tout ça qui vont venir les trouver sur le terrain, qu'on vient lancer pour dire non, nous avons retiré et tout ça. Et comme toujours, pour essayer en fait de démobiliser la population par rapport au pouvoir, tout simplement. Mais vous connaissez les manœuvres du Rwanda. En 98, nous étions à la présidence de la République quand ils ont attaqué le pays. Il niait l'évidence. N'est-ce pas?
Il niait l'évidence. Demandez-vous pourquoi le M23 ne s'enfonce pas si c'était une force si importante et loin dans les territoires. Il ne s'enfonce pas parce que justement, il bénéficie des troupes rwandaises qui ne peuvent pas aller jusque, je ne sais pas, au Kasaï, parce qu'à ce moment-là, on peut les encercler et tout. Voilà. La vérité, elle est là. Mais vous savez qu'ils ont toujours... Ce que nous devons faire, c'est de continuer de décrédibiliser les fonds de commerce. N'est-ce pas? Ça fait 10 ans, 15 ans maintenant, n'est-ce pas, qu'ils nous parlent de FDLR qui constituent un danger. Vous avez déjà appris un jour que les FDLR sont allés attaquer au Rwanda? Au contraire, ils constituent un danger pour notre propre population. Ils tuent, ils pillent, ils violent, chez nous, pas au Rwanda. Donc, ce que notre diplomatie est en train de faire, c'est effectivement de décrédibiliser ces beefsteaks qu'ils ont dans la bouche, de pouvoir dire les Hinteramwe, les Hutus et tout ça qui causerait de l'insécurité chez eux et pour lesquels ils doivent venir faire des actions chez nous. Il faut décrédibiliser ça. Parce que ce n'est pas vrai. Nulle part les FDLR ne sont allés attaquer où que ce soit. On nous a accusés, nous, avec Mouzé, d'avoir utilisé les Hinteramwe et tout ça. Mais James a commandé l'armée pendant plus d'une année. Il n'en a jamais attrapé un seul. Pourquoi? Pourquoi James a commandé l'armée? Mais parce qu'ils nous ont aidés à faire partir Mobutu. Vous ne le savez pas? Bon, enfin... Voilà ce qui est dit. Merci donc à monsieur le ministre. C'est également ici que nous mettons un terme à cette 5e édition des questions-réponses. Merci en tout cas de nous avoir suivis. N'hésitez pas également à nous faire parvenir vos avis et considérations concernant l'évolution de votre magazine. Je suis Fabien Varkouswanika et je vous donne rendez-vous lors de la 6e édition. Et d'ici là, portez-vous très très bien. Peace and love, frère, ainsi soit-il, et ce qui est dit, est dit.